La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seule. Bonjour tout le monde, bienvenue au rendez-vous de la classe. Nous sommes rendus à cette cinquième présentation, soit la cible milieu hydrique avec Marie-Josée Côté et Daniel Blais. Juste vous rappeler que le 10 avril prochain, on va avoir la présentation du système fluvial avec M. Mengelbier. Et le 17 avril, le résultat complet là, de la cible, de la multicible avec Mme Louise Gratton. Juste avant de commencer, si vous pouvez vous familiariser avec la barre questions qui est à votre droite, vous pouvez m'indiquer si vous nous entendez bien et aussi nous indiquer le nombre de personnes qui sont présentes dans vos salles de conférence avec vous. Durant la présentation, on vous demande d'écrire vos questions dans la boîte questions et ils vont tous être répondus à la fin du webinaire. Indiquez aussi le numéro de la diapositive si vous voulez vous référer particulièrement à une information dans le webinaire. Nous vous invitons aussi à participer et à vous inscrire au forum des rendez-vous de la classe. Donc, après avoir présenté l'ensemble des webinaires, on fournit des stratégies de conservation le 25 et 26 avril prochain. Donc, on vous invite à vous inscrire rapidement parce qu'on atteint bientôt là, le nombre d'inscriptions qui avoisinera aux alentours de 200 participants. Donc, je vous présente nos conférenciers, soit Marie-Josée Côté, qui est titulaire d'un baccalauréat en géographie environnementale de l'Université de Montréal et d'une maîtrise en sciences de l'environnement de l'Université du Québec à Montréal. De 1996 à 2010, elle a été chargée de projet en cartographie écologique attribuée pour le ministère de l'Environnement du Québec. Elle a de plus été coordonnatrice de l'Agence de traitement de l'information numérique de l'Outaouais de 2000 à 2002. Depuis 2010, Mme Côté œuvre comme chef d'équipe au sein de la Direction de l'expertise en biodiversité du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Mme Côté est accompagnée de Daniel Blais, qui est titulaire d'un baccalauréat en géographie de l'Université de Montréal et d'une maîtrise en sciences de l'eau de l'Institut national de recherche scientifique. Il a débuté au ministère de l'Environnement du Québec en 2000. Il est responsable du développement des connaissances sur les écosystèmes aquatiques ainsi que des outils en support à la prise de décision gouvernementale. Son expertise est mise à profit notamment pour le choix des territoires d'intérêt pour la conservation sur le territoire du Plan Nord et de l'évaluation de l'impact cumulatif des prélèvements d'eau dans les principaux cours d'eau du Québec. Donc, je cède la parole à nos deux conférenciers. Bonne présentation. Oui, bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Andréane. Donc, on va débuter. Notre présentation vise justement de vous présenter rapidement, en fait, on a 45 minutes, la méthodologie d'identification des milieux aquatiques d'intérêt pour la conservation dans les basses terres du Saint-Laurent. Voici le plan de la présentation. Premièrement, on va vous faire une brève mise en contexte sur les objectifs du projet et l'approche qu'on vous propose. Ensuite, le cœur de la présentation sera la présentation de la cartographie des milieux aquatiques, la typologie de ces milieux-là, donc les variables que l'on utilise et l'approche qui est proposée, et ensuite l'approche de sélection de nos milieux aquatiques d'intérêt pour la conservation, et enfin les prochaines étapes, les étapes à venir. Au niveau de la mise en contexte, comme plusieurs d'entre vous le savez déjà, les travaux qui sont réalisés et présentés aujourd'hui émanent d'un projet conjoint fédéral-provincial dans le cadre du plan d'action Saint-Laurent. Il y a deux objectifs principaux à ce projet-là. Premièrement, l'identification des sites à conserver en priorité pour le maintien de la biodiversité dans les basses terres du Saint-Laurent, qui est le projet actuel pour lequel on vous présente des résultats préliminaires aujourd'hui. Et ensuite, sera le projet 2, qui sera la réalisation des stratégies de mise en œuvre de ces territoires d'intérêt-là avec les organismes régionaux, donc le projet à venir 2018-2021. Donc, on s'attarde principalement à l'objectif 1 du projet. Il y a évidemment beaucoup de personnes derrière la réalisation de ces travaux-là.
Il y a une équipe de coordination composée de professionnels d'Environnement Canada, du ministère chez nous, MDDLCC, du MFFP, aussi d'ONG, Conservation de la nature, le Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec, le Bureau d'écologie appliquée et aussi une expert conseil en conservation. Et du côté des milieux aquatiques, on a une petite équipe technique là, qui a travaillé fort à produire les résultats. Donc, des gens de l'équipe chez nous, MDDLCC, des gens de la direction de la faune aquatique au MFFP, et on a aussi consulté en cours de processus là, différents experts au niveau des milieux aquatiques. Évidemment, au niveau des webinaires, les différents types de milieux considérés sont les milieux forestiers, les milieux ouverts, les milieux humides pour lesquels des webinaires ont déjà été présentés. Celle qui nous concerne aujourd'hui, c'est spécifiquement pour les milieux aquatiques. Et le corridor fluvial dans les basses terres du Saint-Laurent sera traité dans la prochaine webinaire par Marc Mégelbier et par la suite le volet analyse multiple par Louise Gratton. Donc, si on revient à nos moutons, pour le territoire d'étude, ce sont donc les basses terres du Saint-Laurent. Vous voyez en noir la délimitation de la province naturelle des basses terres du Saint-Laurent. C'est un vaste territoire qui fait un peu plus de 30 000 km². Et vous voyez que dans le fond, pour les milieux aquatiques, si on exclut le corridor fluvial, ce sont principalement des cours d'eau, donc des milieux lottiques, des systèmes d'eau courante. Ça totalise à l'échelle du réseau hydrographique 1/20 000, plus de 55 000 km de cours d'eau total. Et si on exclut les intermittents, c'est environ près de 13 000 km de cours d'eau permanents. Donc, il y a un bon défi au niveau de la réalisation de notre travail. Et il faut comprendre aussi que puisqu'on traite des cours d'eau des basses terres du Saint-Laurent exclusivement, il faut aussi retenir qu'ils font partie d'un système plus vaste, donc des bassins versants qui, eux, prennent leur tête dans les Appalaches pour la portion sud et évidemment dans les massifs des Laurentides pour la portion nord. Les objectifs de conservation, premièrement, on souhaite préserver, dans le fond, une diversité de types de cours d'eau qui sont représentatifs de la biodiversité dans les basses terres du Saint-Laurent. Donc, ça correspond à notre filtre brut. On souhaite aussi préserver des cours d'eau qui vont abriter des habitats d'espèces, notre filtre fin. Et on a aussi un objectif qui va être traité ultérieurement, donc qui ne sera pas présenté aujourd'hui, qui est de préserver la connectivité écologique au sein de nos cours d'eau, puisque ils font partie d'un système et qu'il y a un continuum là, à considérer. On va évidemment vouloir évaluer leur connectivité. Donc, si on veut répondre à ces objectifs, on doit d'emblée aborder les cours d'eau comme des habitats aquatiques. Ce qui nous amène à vous parler rapidement du concept d'habitat aquatique, donc d'écosystème aquatique. Ce qui est important de retenir ici, c'est que les écosystèmes aquatiques, il y a différentes sphères qui sont à considérer dans leur fonctionnement. Donc, il y a principalement des facteurs, ce qu'on appelle des facteurs confinants. Donc, ça réfère aux contenants, tout ce qui a trait à la morphologie des cours d'eau. Il y a les facteurs moteurs, donc l'énergie. On pense par exemple à l'hydraulique, au régime hydrologique. Il y a aussi des facteurs physico-chimiques, évidemment la qualité de l'eau, et des facteurs biologiques, les espèces, communautés. Donc, peut-être juste retenir que c'est ce concept-là qui va nous guider par la suite dans les étapes de cartographie, de classification et d'évaluation des différentes variables qui vont nous servir dans la sélection de nos habitats aquatiques d'intérêt. Donc, à l'échelle des basses terres du Saint-Laurent, pour répondre à nos objectifs de conservation et se basant sur ce concept d'habitat aquatique ou d'écosystème aquatique, notre méthodologie se répartit en 3 grandes étapes. Donc, premièrement, on veut cartographier nos habitats aquatiques, donc l'étape de cartographie, à la fois
délimitation et de description. Ensuite, on va vouloir les classer, donc se définir un catalogue d'habitats aquatiques à partir duquel on voudra avoir, par exemple, un objectif de 20% de représentativité de la biodiversité, par exemple. Et enfin, on va faire la sélection de nos habitats aquatiques d'intérêt basés sur nos objectifs. Donc, si on va à la première étape de cartographie, comment on spatialise nos habitats aquatiques? En fait, ce qu'il faut retenir à partir du concept d'habitat aquatique, c'est que dans le fond, on va vouloir considérer principalement la morphologie de nos cours d'eau. Donc, on va prendre le réseau hydrographique structuré, le réseau de surface, et on va spatialiser nos habitats aquatiques selon leur hydromorphologie, ce qu'on a appelé, nous, des unités écologiques aquatiques. Inspiré de différents chercheurs, il y a cette méthode-là qui a été appliquée par Friesel en 1986. Elle se base sur une approche écosystémique comparable à celle aussi que l'on utilise pour la cartographie de notre code écologique de référence terrestre. Dans ce cas-ci, au niveau aquatique, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on fonctionne par différents niveaux. Le premier étant le niveau, évidemment, des bassins versants. Par la suite, on a un niveau qui est notre niveau 1, qui est l'environnement d'écoulement de nos cours d'eau. Ensuite, le niveau 2, qui correspond au style fluvial, c'est les différents patrons de dynamique sédimentaire. Ensuite, le niveau 3, à l'intérieur des styles fluviaux, on peut retrouver des différents faciès d'écoulement, des seuils, des mouilles, etc. Et ensuite, le niveau 4, on pourrait aller jusqu'à cartographier les micro-habitats. Évidemment, à l'échelle des basses terres du Saint-Laurent, on devait choisir un niveau qui était réalisable. Donc, on s'est attardé au niveau 2, le style fluvial. Donc, on a réalisé une cartographie des styles fluviaux à l'échelle des basses terres du Saint-Laurent. Considérant qu'on a environ 13 000 km de cours d'eau à couvrir, il est important de retenir qu'on travaille avec du linéaire dans un premier temps, jusqu'à l'étape de sélection de nos habitats aquatiques d'intérêt. Et lorsqu'on va arriver dans la stratégie de mise en œuvre, là, on fera la délimitation en 2 dimensions de nos milieux aquatiques d'intérêt pour la stratégie. Au niveau de la cartographie, il y a une étape de délimitation de nos unités écologiques aquatiques, puis une étape de description. Au niveau de la délimitation ou de la ségrégation, ce qu'il faut retenir, c'est que le travail est réalisé par des photo-interprètes qui prennent des orthophotos, des images LIDAR lorsque disponibles, puis elles font la délimitation à l'écran des différents types de styles fluviaux de notre rivière, de l'amont à l'aval. Ici, on a une représentation d'une méthode de découpage. On voit des seuils mouilles, des méandres, des portions linéaires. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va découper nos cours d'eau en fonction de leur style fluvial et on leur attribue un style fluvial à chacun. On a à peu près dans les basses terres du Saint-Laurent, ça peut correspondre à environ une vingtaine de styles fluviaux différents. Si on parlait de l'image. Bonjour, je prends le flambeau 2 secondes pour parler un peu de cet aspect-là. En fait, Marie-Josée l'a bien présenté, là, les unités écologiques aquatiques qu'on délimite et avec des critères hydromorphologiques. En fait, l'image qu'on voit sur la droite ici, on voit la représentation typique d'un méandre là, qui est actif. Donc, ce qui sous-tend l'intérêt d'aller ségréguer spatialement le réseau hydrographique sur cette base-là, c'est qu'on croit qu'on représente relativement bien les habitats sur une base hydromorphologique parce que, par exemple, dans le cours d'un méandre, comme vous voyez sur la droite ici, on va retrouver des zones d'affouillement, on va trouver des bancs d'accumulation qui sont typiques des méandres alluviaux qui sont dynamiques. Ce sont des formes qu'on ne retrouvera pas dans les mêmes proportions ou pas du tout dans, par exemple, un seuil mouille ou dans un cours d'eau plutôt linéaire ou plutôt dans un style qui est plus lentique. Donc, c'est pour ça, d'où l'intérêt d'aller chercher une délimitation basée sur ces aspects-là. Ensuite, quand la ségrégation de nos unités écologiques aquatiques est réalisée,
Évidemment, on doit les décrire. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'à partir du réseau hydrographique structuré, on va avoir une description d'une panoplie de variables sur un pas de temps de 100 mètres répartis systématiquement sur le réseau hydrographique. Donc ici, on a une illustration là, de différentes variables qui sont calculées. On pense notamment à l'ordre de Strahler, la latitude, on va calculer la largeur du cours d'eau, la pente locale du cours d'eau, la pente d'écoulement, aussi la pente du bassin versant, les dépôts, la puissance, la température. On peut aussi calculer à l'échelle des bassins différentes valeurs comme la proportion, par exemple, de géologie, la proportion d'occupation du sol. Donc, ce qui est important de retenir, c'est qu'on a une panoplie de variables descriptives à l'intérieur de nos unités écologiques aquatiques sur un pas de temps de 100 mètres. Évidemment, au sein de nos unités écologiques aquatiques, on va avoir une variabilité de nos variables. Ici, sur la diapositive, ce que vous voyez, dans le fond, c'est une représentation de l'amont vers l'aval, 0 étant la valeur en aval, et là, on remonte en amont jusqu'à 200 km pour la variable pente, la variable largeur et la variable puissance. Les lignes en noir représentent la délimitation de nos unités écologiques aquatiques. Donc, ce qui est vraiment intéressant de retenir, c'est qu'au sein d'une même unité écologique aquatique, on va avoir une variabilité de pente, par exemple, ou une variabilité de largeur ou de puissance, mais il y a un lien évidemment important si on regarde la largeur. De l'amont vers l'aval, on voit que la largeur, évidemment, a tendance à augmenter pour nos cours d'eau. Donc, c'est pour vous montrer la représentation de la finesse d'informations dont on dispose. Ensuite, quel cours d'eau, donc, qu'on va considérer dans l'échelle des basses-terres du Saint-Laurent? Donc, on a des unités écologiques aquatiques qui sont photo-interprétées, qui sont délimitées par un photo-interprète. C'est les lignes que vous voyez en turquoise foncé. Ça correspond à des bassins versants de plus grand ou égal à 50 km². Pour ce qui est des cours d'eau dont les bassins versants sont plus petits que 50 km², comme on voulait capter ces cours d'eau-là parce qu'ils peuvent renfermer, par exemple, des habitats d'espèces particulières, on a défini une méthode qui permet de délimiter des UA de manière automatique en utilisant des cassures de pente provenant de la pente d'écoulement des cours d'eau. Et dernière chose à mentionner, c'est qu'on ne considère toutefois pas les cours d'eau intermittents. Donc, on considère ce que je disais tout à l'heure, à environ 13 000 km de cours d'eau. L'information provient de la géobase du réseau hydrographique du Québec, qui est un produit qui est réalisé conjointement avec le ministère de l'Énergie et le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Et ces données-là, au niveau de la GRHQ, sont disponibles là, gratuitement sur le site de Géoboutique. Plusieurs d'entre vous les avez sûrement déjà là, dans vos cartons. Ici, c'est une représentation des unités écologiques aquatiques basées sur le style fluvial. Donc ici, on voit qu'il y a quand même une vingtaine de styles fluviaux différents. C'est une extraction d'une portion des basses-terres du Saint-Laurent. On voit que on a une répartition de styles au niveau des seuils mouilles. On a beaucoup de méandres ancrés, des méandres alluviaux. Évidemment, là où vous ne voyez pas de couleur, c'est nos EA automatiques pour lesquels on n'a pas nécessairement, on ne peut pas attribuer de style fluvial parce que visuellement, on n'a pas l'information pour le faire, mais c'est important de retenir que ces unités-là vont tout de même servir par la suite dans la typologie et dans la sélection de nos habitats aquatiques. Certains ont peut-être remarqué qu'il y a une portion dans la nodière pour lesquelles il n'y a pas de données. Pardon, j'avais oublié cette diapo-là. Cette diapo-là, ce qu'elle permettait de refléter, dans le fond, c'est que
il est important de comprendre que les styles fluviaux, on peut les représenter à différentes échelles. Donc, pour un même style fluvial, on peut avoir une longueur du A qui peut être très longue ou dans certains cas beaucoup plus petite, dépendamment de l'échelle à laquelle on regarde le cours d'eau. Puis ce que je voulais vous dire par la suite, c'était qu'il y a certaines UA qui sont manquantes parce qu'on ne dispose pas d'une couverture LIDAR complète des basses terres du Saint-Laurent. Vous voyez la représentation. Donc, ce qui est en blanc dans les basses terres du Saint-Laurent, c'est les endroits où on n'a pas de LIDAR actuellement. La proportion de disponibilité LIDAR est quand même majoritaire là, dans les basses terres. Donc, on voulait absolument pouvoir disposer de cette donnée-là parce qu'elle nous apporte des informations très précieuses sur nos cours d'eau. Ici, vous avez une représentation en haut de l'écran, la première image. C'est un modèle numérique fait à partir des données 20 000. C'est ce qu'on utilise pour la GRHQ et aussi pour le développement de nos modèles d'écoulement. Dans le bas de l'écran, l'autre image, c'est le même territoire, mais avec modèle numérique d'élévation fait à partir de LIDAR. Donc, vous voyez la finesse d'information qu'on va capter avec le LIDAR. Et à droite, avec le profil, vous voyez que en fait, la ligne en bleu représente la pente d'écoulement de nos cours d'eau fait à partir du 20 000 et la ligne en noir représente la même pente d'écoulement mais à partir des données LIDAR. Donc, au niveau de la pente locale, on a une finesse beaucoup plus grande qui nous permet d'apprécier la dynamique sédimentaire, hydrosédimentaire de nos cours d'eau. Et on voit avec la ligne bleue, bien évidemment, l'information est beaucoup plus floue. Comme on est dans les basses terres du Saint-Laurent, cette information-là nous était essentielle pour bien distinguer nos cours, pour bien distinguer la dynamique hydrosédimentaire de nos cours d'eau, mais aussi dans le calcul, par exemple, de la puissance qui, elle, fait référence notamment à la pente et à la largeur des cours d'eau. Donc, c'est pour ça qu'on a opté pour l'utilisation de LIDAR. Donc, ça fait le tour rapidement du volet cartographie de nos habitats aquatiques. Maintenant, je vais laisser la parole à Daniel qui va vous parler de la classification de nos habitats. Bonjour, je vais prendre le crachoir. On revient avec l'image que Marie-Josée vous a présentée tout à l'heure pour appuyer le fait qu'on se base sur les grandes sphères de description d'un écosystème. Là, on va aller visiter les variables de façon un peu plus détaillée. Donc, quand on parle des facteurs moteurs, on s'est intéressé plus spécifiquement à la puissance spécifique. Donc, la puissance qui est une mesure de l'énergie que peut dégager un cours d'eau en rapport avec sa largeur, donc qui s'exprime en watts par mètre carré, watts par mètre carré. La qualité de l'eau, on a considéré des variables qui ne sont pas beaucoup influencées par les activités anthropiques, quoiqu'elles le sont quand même, comme par exemple l'alcalinité l'est, mais pas au même titre que le phosphore ou l'azote. On voulait décrire des habitats qui étaient les plus, disons, dégagés de l'empreinte humaine, quoiqu'on ne peut jamais complètement s'en dégager. Carbone organique dissous, COD, et puis là, ici, on ne voit pas toute l'image, mais nous, on ne la voit pas, et vous la voyez. La petite température est cachée pour exprimer justement ici l'énergie qui est disponible pour exprimer la densité ou la productivité de l'écosystème. Au niveau des facteurs confinants, on s'intéresse au substrat, donc la taille du substrat et à la taille du cours d'eau comme tel. Et puis, au niveau des facteurs biologiques, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne va pas considérer les espèces vivantes a priori dans la classification parce que cette sphère-là est drôlement influencée par les activités humaines. Donc, on voulait pas avoir ce poids-là. C'est très difficile de modéliser la présence ou l'absence de certaines espèces. Donc, parce que je prends peut-être la peau de l'ours avant de l'avoir tué, là, mais excusez, je mets la charrue devant les bœufs. Il faut modéliser plusieurs des variables. Donc, notre capacité à modéliser du biologique étant assez limitée, on va l'utiliser plutôt a posteriori pour vérifier si on a fait un bon travail au niveau de la classification. Vous verrez ce que ça donne de façon sommaire.
Donc, les variables sont représentées ici, donc taille, substrat, puissance spécifique, alcalinité, COD, température. Température qu'on va exprimer en degrés jour de croissance et non pas une température d'eau. La raison est la suivante, c'est qu'on cherche à représenter la productivité des systèmes et non pas nécessairement un seuil qui serait un seuil létal pour certaines espèces, là. Ce qui aurait pu être le cas, ça aurait pu être quelque chose d'intéressant, mais on a opté plutôt pour une représentation de la productivité. Donc, sans aller dans le détail des variables, je vous présente comment elles se répartissent sur le territoire. Donc, vous avez deux façons de l'apprécier. La première, c'est ici, sur la carte, en fait, spatialement, représentée par des classes. Les classes sont représentées dans le tableau en bas à droite. Donc, dans la classification comme telle, on utilise, en fait, on ne parle pas de la méthodologie de classification, je peux peut-être vous en glisser un mot ici. On utilise les variables continues, et puis on les traite avec une analyse factorielle et puis une classification ascendante hiérarchique pour ceux qui connaissent un peu ces techniques-là, qui nous permettent de constituer des groupes d'unités qui vont être semblables. Et puis, ici, pourquoi on utilise des bornes comme ça? C'est pour être capable d'apprécier justement l'intensité de chacune des variables, comment se répartit, quel est le domaine de valeur de chacune des variables. Donc, évidemment, ici, le réseau considéré, c'est seulement c'est le réseau coloré, donc tout le reste est écrit, mais on ne l'a pas considéré dans la classification. La raison centrale de tout ça, c'est qu'il y a certaines variables pour lesquelles on pense qu'on ne décrit pas très bien à partir de certaines tailles de bassin versant. Pour les petits cours d'eau qui vont faire, par exemple, 5 ou 10 km², il y a certaines variables qui sont mal représentées, par exemple, toutes celles qui sont issues des modèles que je vais vous présenter par la suite. Pour la taille, ça ne serait pas si mal, mais pour d'autres variables, ça ne tient pas la route. Donc, ici, substrat, on considère grosso modo trois grandes classes. Ça, c'est vraiment une classe catégorique. Là, c'est la seule qui est catégorique, en fait, dans la classification. On considère trois grandes classes. Et puis, en fait, il ne faut pas penser que c'est la représentation du substrat, mais un proxy qui nous permet d'apprécier les chances qu'on soit dans tel ou tel substrat. Parce que on n'a pas de modèle de substrat qui nous satisfait. C'est une chose qui devrait être développée. Par contre, on voit un lien, il y a une relation, puis c'est un peu logique là, de le penser, mais on l'observe aussi. On observe que quand un cours d'eau s'écoule, par exemple, dans des matériaux fins, comme argile, limon, on va avoir tendance à retrouver plus de matériaux fins dans le cours d'eau, évidemment. Même chose pour les sables et même chose pour tout ce qui est les matériaux plus hétérogènes, du genre til, sable et gravier qui viennent on parle ici des fluvio-glaciaires. Donc, ça nous donne un gradient de granulométrie, en fait. Évidemment, c'est pas parce qu'on se retrouve dans un endroit sableux, donc à travers des terrasses sableuses, qu'on va forcément avoir du sable. Si le cours d'eau est très puissant, par exemple, on risque d'avoir plutôt du substrat grossier, mais la tendance est quand même assez lourde. Ça, c'est quelque chose qu'on pourra raffiner avec le temps. Mais pour l'instant, on a quand même un portrait grossier de la chose. Ensuite, la puissance spécifique qu'on vous présentait sous forme d'image tout à l'heure. Oh, j'ai oublié de vous présenter quelque chose qui accompagne la carte. Il y a toujours les box plots ici ou les graphiques à moustache sur la droite qui représentent la diversité ou l'étendue des valeurs pour chaque variable, pour chaque classe. Donc, je ne reviendrai pas sur les diapos précédentes, mais par exemple, ici au niveau de la puissance, la classe 1, on voit que la médiane est autour de probablement quelque chose comme 80, mais que les valeurs s'étendent min-max de peut-être quelque chose comme 10 jusqu'à 200. Donc, ce que ça veut dire, c'est que dans le classement, il y a évidemment une valeur centrale qui peut être interprétée, mais il y a quand même dans un groupe une certaine diversité de valeurs. Et donc ça, c'est à retenir. Je reviendrai peut-être un peu dessus parce que c'est quand même important. Mais sinon, au niveau de la puissance comme telle, regardez ce qu'on a retenu comme borne interprétative, parce que comme je vous le disais, la classification, elle est basée sur des variables continues comme telles, mais quand on vient qu'à vouloir interpréter ces valeurs-là, eh bien, on va les interpréter à partir de seuils qui ont un sens au niveau de l'écosystème. Dans ce cas-ci, au niveau de la puissance, ce sont des seuils qui ont un sens par rapport aux caractéristiques hydromorphologiques, hydrosédimentaires. Donc, ça, c'est la littérature qui appuie ces bornes-là. Donc, on va trouver, par exemple, dans les cours d'eau qui ont
moins de 8 watts par mètre carré, une dynamique plutôt d'aggradation, et entre 8 et 25, quelque chose qui semble être équilibré, donc en termes de transport et déposition. Au-dessus de 25, quelque chose qui est dynamique, donc qui va plus tendre à transporter. Et puis au-dessus de 80, on va plus parler d'incision. Ce sont des bornes qui sont grossières, mais ça donne une certaine indication intéressante. Mais dans la classification, ce ne sont pas ces bornes-là qui sont utilisées. La variable est utilisée de façon continue, comme toutes les autres, sauf pour le substrat. Maintenant, si on parle de l'alcalinité et du carbone organique dissous, ce sont des variables qui ont été décrites à l'aide de modèles, donc des modèles qu'on développe avec des données terrain, et puis qu'on applique de façon systématique sur l'ensemble du réseau. Puis on se base essentiellement sur des régressions classiques là, de type GLM. Et puis, juste pour que vous sachiez, là, on a une approche qui est assez classique, là, qui va élaborer le modèle sur des données d'entraînement. Et puis, on va prendre une partie des données pour vérifier la qualité du modèle, son ajustement, son R carré. Et puis, les R carrés sont assez satisfaisants. Ici, on a un R carré de 0.69, je crois. Là, je ne vois pas l'autre petit chiffre, mais je crois que c'est ça. Malgré une valeur aberrante ici ou une valeur échappée, si on veut. En fait, non, c'est pas vrai. Il y a quelque chose qui a... Je pense qu'il y a du texte qui n'a pas suivi, en fait. Là. Ça, ici, c'est pas juste. En fait, les R carrés qui sont justes sont dans les images. Désolé pour cette erreur. On la corrigera. Donc, les variables, par exemple, pour le modèle d'alcalinité, on va considérer les dépôts organiques, la présence de marais. Ici, c'était surface d'eau dans le bassin versant. Toutes des variables qui ont un lien avec les processus qui influencent l'alcalinité, dans ce cas-ci, ce qui nous donne quand même assez bon résultat. Il manque une variable, la plus importante, les formations de rocs carbonatés. C'est probablement la plus importante. On ne l'a pas mis, c'est pas grave. Donc, classement de l'alcalinité, voici, même principe. On voit que dans les basses terres, on a beaucoup de valeurs élevées. Évidemment, on est dans des milieux où il y a beaucoup de carbonate et beaucoup de... en fait, essentiellement, le gros de l'influence vient de là. Les valeurs faibles, évidemment, viennent des cours d'eau qui tirent leur eau du bouclier canadien. C'est là qu'on va trouver les valeurs les plus faibles. Les valeurs modérées vont avoir tendance à venir des Appalaches et tous les cours d'eau qui ont une bonne proportion de leur bassin versant dans les basses terres vont typiquement avoir des valeurs d'alcalinité assez élevées. Encore une fois, on apprécie là, avec les box plots l'étendue des valeurs dans chaque groupe. Là, il faut retenir que dans une classification de ce type-là, on parle d'une typologie. Dans un groupe comme tel, il va y avoir un ensemble d'individus qui vont plus ou moins se ressembler. Et puis, le type comme tel, c'est quelques-uns de ces individus-là qui se retrouvent au centre du groupe. C'est eux qui vont donner la signature du type. Mais après ça, il y a plein d'autres individus qui vont plus ou moins leur ressembler. Il ne faut pas penser que dans un groupe, tout le monde est totalement pareil, mais il y a des ressemblances, disons. Parce que de la diversité, il y en a, c'est varié, c'est beaucoup de variabilité, puis nos variables aussi ne sont pas nécessairement... l'erreur qui tourne autour de nos variables nous permet bon, COD, même principe, hein, des données d'entraînement et de données de test, ça nous donne quand même des équations qui sont très satisfaisantes. Ici, là, 0.87 pour 0.88 de R carré, c'est très, très satisfaisant. Là, on est bien content de ça. Voilà, je pense que c'est ce qui est arrivé, les variables ont été inversées. Et voilà, c'est ça, on va inverser les variables. Ça, c'est les variables du modèle d'alcalinité, puis et vice-versa. Voilà. On va aller corriger ça. Voilà pour le carbone organique. Ce qu'on remarque de façon assez évidente, c'est la portion rouge ici qui tire les eaux du coin de la rivière du Chêne, toute l'Aubinière en fait. Beaucoup de milieux humides. Dans l'Aubinière, les eaux sont très teintées, très tanniques. Donc, c'est le reflet de ça qu'on voit là. Les concentrations en carbone organique plus faibles sont retrouvées surtout sur le côté nord. Là. Encore une fois, les eaux qui tirent leur eau, les cours d'eau qui tirent leur eau du bouclier canadien. Vous voyez déjà se tramer une distinction nord-sud. Basse-Terre du Saint-Laurent-Nord, Basse-Terre du Saint-Laurent-Sud, évidemment qu'il y a des distinctions et probablement particulièrement au niveau de tout ce qui est qualité de l'eau. Ça va transparaître dans la typologie.
Parce que la typologie comme telle, bon, on y reviendra. Il reste une variable de température. Donc, les degrés jours de croissance qui ont été analysés dans le bassin versant dans ce cas-ci. Parce qu'il faut retenir qu'on peut chacune de ces variables-là peut être analysée localement ou dans le bassin versant. Selon ce qui est le plus pertinent, on va utiliser le cadre le plus pertinent, en fait, pour décrire la variable pour chaque UEA, unité écologique aquatique. Donc, pour la température, évidemment, là, ici, on va penser qu'il y a plus de degrés jours de croissance dans le coin de Montréal, dans tout ce qui est Montérégie. Plus on s'en va vers Québec Nord, tranquillement, les degrés jours de croissance diminuent. Et puis ici, évidemment, il fait un peu plus frais, donc moins d'énergie disponible. On a une grande variabilité de valeurs là, dans ces groupes-là. Ça, c'est un petit peu lâche, mais ce qui va nous intéresser, c'est les valeurs plus centrales. Ça va être un type ici, là. Évidemment, celui qui se retrouve là, puis celui qui se retrouve là, d'un point de vue degré-jour de croissance, il y a de grandes distinctions. Les individus de ce groupe-là vont se ressembler surtout par rapport à d'autres variables que celle-ci. Donc, ça, c'est la typologie donc, complète. Là. On retient environ 25, en fait, exactement, 25 classes. Le nombre de classes, souvent, c'est une question qui revient. Pourquoi on retient 25 classes? Pourquoi on n'en retient pas 20? Pourquoi pas 30? Ça, c'est un domaine qui est assez mou, qui devient éventuellement un peu subjectif, parce qu'il n'y a pas de méthode claire, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de recette approuvée ou de méthodologie très claire par rapport à combien de groupes on devrait retenir. Ce qu'on veut, c'est ne pas prendre trop de groupes qui mèneraient à reconnaître des groupes qui sont des types qui se ressemblent trop, en fait, puis qui sont vraiment distincts. Puis à l'inverse, trop résumé, ça fait des groupes qui sont très, très hétérogènes. Donc, il y a un juste milieu, puis on a toutes sortes d'approches pour trouver ce juste milieu-là. Puis dans ce cas-ci, on s'en est arrêté à 25. Et puis ici, on a le nombre d'occurrences par classe. Donc, évidemment, on voit des dominants et des très rares. Hein. Les dominants, on va penser que ce sont les plus communs. Les plus rares, ben, les moins nombreux, les plus rares. Et je donne un exemple ici, là, en haut à droite, vous voyez deux exemples. Donc, dans les plus rares, on a parmi eux la classe 25 qui représente des petits cours d'eau. Des petits cours d'eau qui ont une très faible puissance et des valeurs de carbone organique dissous et d'alcalinité très élevées. Donc, mais très élevées, là, des valeurs très fortes. Donc, ça, c'est plutôt rare, ce genre de cours d'eau-là. Il y en a d'autres, des rares. C'est un exemple. Ensuite, un très commun. Ça, je crois que ça a changé. On ne le voit pas très bien, mais je crois que c'est la classe 13. Je ne vois pas très bien le texte, là. Je ne peux pas vous le décrire. Vous me le lirez. Vous l'écrirez sur le chat. Faites pas ça, là. Je ne sais pas si on peut tasser ça, ouais. Je ne veux rien briser, là, mais... on a trouvé un truc. On va arranger ça ici. OK. Ensuite, ici, sur cette diapo-là, ce qu'on voit, c'est en fait une appréciation globale de la diversité des variables, mais des modalités de variables qu'on a classées avec les seuils que vous avez vu défiler. Ce que ça montre, en fait, c'est qu'on peut retenir de ça, c'est que les groupes les plus rares et les groupes les plus communs, on les voit un peu apparaître à travers ça quand on regarde, par exemple, au niveau de la taille, que les petites rivières sont les plus communes. Évidemment, ça, c'est les fractales. Hein? Les petits sont très communs, les grands sont beaucoup plus rares. Ensuite, au niveau de la puissance, on va avoir le style équilibré qui va être plus fréquent que les autres. Les cours d'eau, en fait, à degré jour de croissance modéré, très, très commun. Et puis, des alcalinités élevées, très, très commun. Fait un des groupes, justement, là, un des groupes très communs, c'est celui-là. Petite rivière, on va dire améante, là, mais c'était pas dans la typologie. Équilibré, alcalinité élevée, degré jour de croissance modéré. C'en est un type très fréquent. Donc, ça donne une appréciation de comment se distribue chacune des variables. Ça défile plus. Ah, voilà. Donc, on revient à la dernière sphère. Là, on a tenu compte de 3 sphères, hein, la morphologie, les facteurs confinants, les facteurs hydrauliques, hydrauliques et hydrologiques, les facteurs physico-chimiques, et puis le biologique nous intéresse, le vivant. On ne l'a pas mis dans la classification comme telle, pour
plein de bonnes raisons, mais on l'a utilisé a posteriori pour vérifier si nos classes représentent une part de la variabilité spatiale des communautés benthiques. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un résultat d'analyse de redondance, une RDA. Donc, entre les communautés benthiques et les types de cours d'eau qu'on a définis, avec l'approche qui vous a été présentée juste avant. Sans aller dans le détail, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on représente 38 de la variance spatiale des communautés benthiques, telle que définie dans là. Ce qui est quand même assez bon, je vous dirais, là, typiquement, là, parce qu'il faut retenir que les communautés benthiques sont fortement influencées par tout ce qui est nutriments, donc tout ce qui est agricole, tout ce qui est influence humaine, donc tout ce qui est rejet d'usines d'épuration. C'est très influencé par ça. Et puis, on n'a pas pris en considération ces variables-là. Donc, ce qu'il faut penser, c'est qu'on explique quand même un 38 de ce qui semble être naturel avec nos unités comme ça. Ce qui est quand même assez intéressant, c'est de voir comment les liens se dessinent de façon assez claire. Donc, il y a des groupes de communautés benthiques qui s'associent à un type d'UA en particulier, comme l'UA 6 ici, et puis les 7 avec différents types d'UA. Il y a vraiment des liens assez clairs qui se dessinent. Ça, c'est quand même assez intéressant dans le sens que ça nous conforte dans le résultat cartographique, le résultat de classification qu'on obtient. Ce qui reste à faire, c'est documenter tout ça pour voir qu'est-ce qui se cache derrière chacun de ces groupes-là. Est-ce que ces liens-là sont intéressants? Est-ce qu'ils sont fondés? On peut interpréter tout ça avec les gens ici à la DSEE qui s'occupent du BENTOS notamment. Ça va être un effort assez intéressant à faire, parce qu'on ne fait pas ça tout seul. Et voilà, je repasse le flambeau à Marie-Josée, qui va vous parler de la sélection des habitats. Donc, la troisième étape, c'est donc de sélectionner les habitats aquatiques d'intérêt. On a appelé la sélection. Premièrement, c'est la même logique que les autres cibles, dans le fond. Ce qu'il faut retenir, c'est que, premièrement, on se détermine un objectif de représentativité pour notre cible. Donc, dans notre cas, ce qu'on souhaite faire, c'est de capter la diversité de l'ensemble de nos types aquatiques des basses terres du Saint-Laurent. Donc, ce qu'on souhaite faire, c'est capter la diversité de nos 25 types aquatiques. Et si on se donne un objectif de 20 de représentativité, on va utiliser cette cible-là. La cible de 20 on sait que dans le cadre du plan Nord, par exemple, on a une cible de 20 d'aires protégées en 2020. Au niveau des objectifs d'Aichi, on a évidemment une cible de 17 Donc, on pourrait faire un premier scénario à 20 de représentativité, ce qui ne nous empêcherait pas de faire des scénarios à 30 par exemple, pour voir ce que ça donne, parce qu'évidemment, on est dans un contexte d'identification de milieux d'intérêt pour la conservation. Ceci étant défini, on va vouloir sélectionner nos sites à partir du filtre fin. Donc, au niveau de notre analyse de sélection, ce qu'on va vouloir faire, on va sélectionner des habitats incontournables. Désolée, je reviens en arrière. Donc, au niveau de la sélection, nos habitats incontournables, on pense notamment à la présence d'espèces menacées ou vulnérables provenant des données du Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec, à la présence d'aires protégées, par exemple, dans nos UEA, ou à la présence d'écosystèmes forestiers exceptionnels. Donc, ici, je vous montre une première illustration de ça. Nos habitats incontournables, ici, vous voyez la représentation d'une sélection de nos unités écologiques aquatiques qui renferment soit des espèces menacées, vulnérables ou susceptibles. Au niveau des poissons, ce qui est en turquoise, aussi l'herpétofaune, ce qu'on voit en orange. Et pour ce qui est en vert, ce serait des EA qui renferment à la fois des espèces importantes de poissons ou d'herpétofaunes. Donc, c'est ce qui correspond à nos habitats incontournables.
donc ceux à l'échelle du filtre fin que l'on voudrait absolument sélectionner. Ici, sur l'autre carte, c'est une illustration, dans ce cas-ci, des EA qui renferment des aires protégées ou des écosystèmes forestiers exceptionnels. Donc, évidemment, dans ce cas-ci, on en a un peu moins. La sélection ici a été faite là, en considérant un corridor riverain de 100 mètres. Ce qui va être important dans le résultat final, ça va être quand même d'aller dans la sélection, voir chacun pour s'assurer qu'il y a un lien évidemment à établir avec nos aires protégées ou nos EFE. Donc ça, c'est une illustration dans le fond de nos sélections. Par la suite, dans la démarche, ce qu'on va vouloir faire, c'est de prendre nos EA sélectionnés et de voir comment ils contribuent à l'objectif de représentativité de notre 20 % et ce qui va nous amener à réaliser ce qu'on voit ici en bas, notre analyse de contribution, carence de la représentativité de la biodiversité. Donc ça, c'est une étape qui est à faire. En fait, on l'a débuté, mais on n'avait pas des résultats assez avancés pour vous les montrer, mais ce travail-là est en cours. Et donc, dans le fond, ce qui va nous rester à faire, bon, comme Daniel le disait tout à l'heure, ça va être de bien documenter nos types aquatiques. Ensuite, de finaliser nos analyses de sélection là, selon la démarche que je viens rapidement de vous expliquer. Et par la suite, on va réaliser les analyses multi-cibles, donc la création de nos fameux noyaux de conservation où là, on va retrouver à la fois des milieux forestiers, humides et ou aquatiques d'intérêt. Et évidemment, il va y avoir une étape là, de rédaction des documents méthodologiques qui va être faite pour évidemment documenter là, toutes les étapes qui ont été réalisées. Et les données, évidemment, seront aussi rendues disponibles là, au plus large public afin que ces informations-là puissent vous être utiles. Donc, ça fait le tour en 45 minutes là, de nos travaux, espérant qu'on aura été suffisamment clair. Et je vais laisser la parole à Andréane s'il y a des questions qui sont parvenues à elle. Oui, merci beaucoup à vous deux. C'était très intéressant puis très bien vulgarisé là, pour l'ampleur de la tâche. Donc, la première question qu'on a, c'est qu'on parle souvent de cours d'eau permanents et intermittents. La personne veut savoir sur quoi vous vous basez parce que de son expérience, là, c'est quand même assez difficile de distinguer les deux. Oui, je peux peut-être m'exprimer là-dessus. En fait, dans ce cas-ci, il faut retenir que les cours d'eau intermittents versus permanents n'ont pas d'impact sur la classification comme telle parce qu'on est c'est un seuil qui est flou en effet. Puis dans ce cas-ci, il est représenté par ce qui est dans la BDTQ. Puis on sait très bien que c'est flou, c'est très flou comme borne. Mais en réalité, dans la classification, comme je disais, ça n'a pas d'influence parce que de toute façon, notre seuil est de 25 km² de bassin versant et plus pour la classification. Tout ce qui est plus petit que 25 km² de bassin versant et plus, tout ce qui est plus petit que 25 km² de bassin, on ne le considère pas dans la classification. Donc, on est loin au-delà du seuil d'intermittence là, qui va plus flirter avec en deçà de 5 km², certains là. Donc, il n'y a pas d'impact. Et puis, c'est pour ça qu'on ne se préoccupe pas plus que ça de trouver le seuil parfait. Parce que c'est pas un problème pour nous. Parfait. L'autre question, c'est qu'il y en a plusieurs, vous n'êtes pas obligé de répondre présentement, là, mais peut-être que ça pourrait être intéressant de joindre à la présentation l'information, mais il y en a plusieurs qui souhaiteraient avoir les définitions des différents types fluviaux utilisés. Ah, ben oui, OK. On pourrait... On pourra effectivement, à la fin de la présentation, intégrer les définitions pour la version finale, aucun problème. Juste pour clarifier là, la question, est-ce qu'on parle des styles fluviaux ou on parle des types qu'on a définis avec la classification? Je vais vous préciser des différents styles fluviaux. D'accord, oui. Pas de problème.
À la diapo 16, on voit le découpage des différents styles fluviaux. On demande si éventuellement le shape va être disponible pour tout ce qui se trouve à l'extérieur des basses-terres du Saint-Laurent ou c'était plus juste une façon d'imager la chose? À l'extérieur des basses-terres du Saint-Laurent, la question? Oui. OK. C'est sûr que c'est un travail évolutif. Là, on a réalisé la cartographie à l'échelle des basses-terres en lien directement avec le projet d'Atlas des milieux naturels d'intérêt. Notre objectif, c'est évidemment de poursuivre ce travail-là. On va le faire en fonction, évidemment, des priorisations, des différents projets qu'on a à réaliser et des besoins qui viendront en cours de route. C'est notre objectif de le faire, mais pour ce qui est, par exemple, de la portion Appalaches, ou de la portion Laurentide, ça va se faire de manière évolutive. Fait que je ne pourrais pas vous donner de délai en ce moment, mais c'est quelque chose qu'on souhaite faire. Il y a peut-être une chose qui peut être ajoutée à ça, c'est que le style fluvial, c'est évidemment l'élément intéressant dans tout ça parce qu'il y a une étiquette qui veut dire quelque chose, parce qu'elle est associée à des dynamiques. Par contre, si on veut obtenir des unités, on a parlé d'unités délimitées de façon automatique tout à l'heure, cette méthode-là, on l'applique de façon plus vaste. Donc, elle est basée sur des cassures de pente le long du profil. Ça, c'est une méthode qui roule toute seule. Par contre, il n'y a pas d'étiquette style fluvial associée à chacune de ces unités-là. Fait qu'il y a peut-être un entre-deux. Il y a cet aspect-là qui va être disponible de façon plus étendue, plus rapidement. Comme disait Marie-Josée pour les styles fluviaux, ça va dépendre des projets, ça va dépendre des besoins. À la diapositive 15, donc juste la précédente, on demande combien il y a d'unités écologiques aquatiques au total dans les basses-terres du Saint-Laurent. Bonne question. Des unités écologiques aquatiques délimitées avec le style fluvial, je crois que c'est 500. Il y en a une EA, à peu près 500 environ de délimité par photo-interprétation. Puis le double à peu près. Puis le double, incluant les UEA qui sont délimités de manière automatique. Oui, peut-être 1200 environ total UEA, incluant les automatiques. Il y a une question qui est en lien. Est-ce que vous croyez que les efforts qui sont mis dans votre projet pourront être utilisés dans les prises en compte réglementaires comme la politique de protection des rives et du littoral? Marie-Josée? Si ça concerne spécifiquement la question de politique de protection des rives du littoral, en fait, c'est nous, notre souhait, c'est évidemment que l'information et les connaissances que l'on développe soient utilisées. Maintenant, le pas à faire au niveau réglementaire, dans certains cas, peut être grand ou non, dépendamment de la finesse avec laquelle nous, on travaille. Donc, je m'arrêterai peut-être là à ce stade-ci, parce que comme vous le voyez, à l'échelle des basses-terres du Saint-Laurent, on a travaillé sur du linéaire avec des données qu'on devait posséder à l'échelle des basses-terres au complet. Fait que c'est certain que quand on zoome puis qu'on s'en va sur le plancher des vaches dans un cours d'eau, ben maintenant, si on veut avoir une délimitation en 2 dimensions, c'est un travail supplémentaire à faire, mais notre objectif, c'est d'avoir, notre objectif était de couvrir un vaste territoire. Maintenant, ça va nécessiter, à notre avis, un travail d'inventaire sur le terrain lorsqu'on voudra avoir une finesse terrain. D'ailleurs, on n'en a pas parlé dans la présentation, mais on a fait des inventaires préliminaires de nos unités écologiques aquatiques et de nos styles fluviaux. Travail qu'on souhaite poursuivre l'été prochain. J'espère que ça répond à la question. Oui, mais pour moi, oui. Je ne sais pas pour la personne qui l'a posé, mais moi, je trouve que ça répond très bien. Une autre question, est-ce que le 20% de représentativité est par type aquatique ou pour l'ensemble des types aquatiques? C'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. En fait, logiquement, si on a une population de 25 types aquatiques distincts, notre souhait serait de représenter la biodiversité de ces 25 types-là.
Donc, ça voudrait dire un 20 pour chaque type. C'est ce que ça voudrait dire. C'est ce que ça voudrait dire. Là, quand on intègre là-dedans les milieux qui ont été pas priorisés, mais qui ont été sélectionnés dans le filtre fin, pour d'autres raisons que la diversité vue par la classification, eh bien, on va considérer on va prendre en considération les types déjà protégés pour obtenir cette proportion-là par type. C'est ça la stratégie, hein? C'est de représenter la diversité avec une typologie, puis être certain qu'on aille chercher des proportions respectives là, de chaque type. Et c'est la même logique, dans le fond, qui est utilisée en ce moment dans le cadre de la stratégie sur les aires protégées, l'identification du fameux 20 d'aires protégées sur le territoire du plan Nord. C'est exactement la même logique, c'est-à-dire qu'on travaille avec un catalogue de types qui correspond à notre population, puis après ça, ben, notre souhait, c'est de représenter un pourcentage X de tous ces types-là. Donc, c'est la même logique qui serait appliquée à l'échelle des basses terres. Je vais essayer de bien exprimer la question. On demande, vous avez glissé un mot sur les niveaux de perception du cadre écologique de référence dans la partie aquatique, puis on dit que cet élément-là avait été enlevé, dans le fond, pas pris en compte dans la planification du cadre écologique de référence. Donc, est-ce que les unités écologiques aquatiques sont justement un des niveaux de perception? Ah ouais, ben en fait, on peut penser que c'est l'équivalent aquatique des niveaux de perception territoriaux, parce qu'en fait, le CER, le cadre écologique de référence, même si pendant bien des années, on a souhaité qu'il représente bien la diversité des écosystèmes aquatiques, on se rend compte avec le temps qu'il y a quelque chose qui peut sembler évident, qu'on ne représentera jamais très bien la diversité des écosystèmes aquatiques avec une vue qui est territoriale ou plutôt terrestre, parce qu'à cause du bassin versant, essentiellement. Et à cause aussi de la magnitude des phénomènes, si c'est petit un cours d'eau dans un territoire, ça ne pas un grand espace. C'est long, mais c'est pas gros. Donc, on a un cadre qui est distinct pour bien répondre à la représentation spatiale ou la reconnaissance de ces écosystèmes-là. Mais il est basé, ce système-là, donc toute l'approche de cartographie qu'on a présentée tout à l'heure avec les travaux de Trestle, est basé sur à peu près les mêmes considérations, donc les mêmes approches, grosso modo. Quelque chose qui est emboîté, puis quelque chose qui est basé sur des facteurs a priori qui sont abiotiques. Donc, je ne sais pas si ça répond bien à la question, mais ces deux modes de cartographie-là se parlent, dans le sens qu'il y a des coïncidences spatiales évidentes, mais il y a des distinctions importantes à faire de par la présence de l'influence du bassin versant. Donc, puis on utilise éventuellement le cadre écologique pour compiler tout ça, mais il n'est pas utilisé a priori pour représenter les écosystèmes aquatiques. Je ne sais pas si ça répond bien. Ouais. Ben oui. Diapo 31. La classification des 25 types d'habitats, y a-t-il une pondération des variables prises en compte? Et si oui, comment? Non, il n'y a pas de pondération. Parce que je trouve ça bien hasardeux, personnellement, de mettre un poids. C'est très subjectif. A priori, non. Yes. Pas de poids. Parfait. Pouvez-vous redire pourquoi certaines grandes rivières telles que la Saint-Maurice semblaient absentes des cartes versus... Oui. Il y a une réponse simple, c'est que dans la classification, le Saint-Maurice est tellement différent de tout le monde, qu'il tire tellement fort de son côté de couverture là, qu'on lui a dit d'aller prendre une marche. Mais on le classe à part comme tel, parce qu'il est en effet vraiment distinct de tout le reste. C'est presque un fleuve qui tire ses eaux en dominance du bouclier canadien. Il n'y en a pas 4 des Saint-Maurice, il y en a pas mal juste un, surtout dans les basses terres. Et puis, le laisser dans la dynamique mathématique, ça créait, disons, ça écrasait les autres. Donc, ça enlevait notre capacité à voir clair dans les autres cas. Donc, on l'a retiré, non pas parce qu'on s'y intéresse pas, mais parce qu'on le considère a priori différent. Donc, ce serait 26 classes, si on veut. Exact. Donc, c'est une très, très bonne question. Ils ont des yeux de lynx. Oui, c'est parfait. Bonne résolution d'écran. Oui. Donc, la Saint-Maurice est traitée comme vraiment un type à part. On demande, avez-vous envisagé d'intégrer la notion de recharge des nappes phréatiques en lien avec les cours d'eau? Oui, surtout quand on commençait à s'intéresser à la température, parce que
Recharge dans le sens que rôle du cours d'eau pour recharger les nappes ou influence de la nappe pour influencer le cours d'eau? Je ne sais pas dans quel sens ta question est posée, mais si c'est dans le sens influence de contribution d'un cours d'eau à la recharge des nappes, non, on n'a pas abordé ça. Mais on a plutôt abordé l'inverse. Quelle est l'influence des aquifères sur les écosystèmes aquatiques lotiques? Donc, ça se vit particulièrement au niveau du régime thermique. Et oui, on s'y est intéressé, mais on n'est pas encore assez solide là, ou assez clair par rapport au modèle qu'on peut développer pour représenter ce phénomène-là, pour l'avoir intégré au moment où on se parle. Mais ça, c'est du développement à moyenne échéance. Parfait. On demande, avec l'ensemble des analyses au bout de la ligne, qu'est-ce qui va être protégé? Est-ce que c'est, dans le fond, vous souhaitez protéger le cours d'eau, une bande de protection autour? Ah, ben ça, Marie-Josée a répondu partiellement à ça tout à l'heure, puis ça vaut la peine peut-être de le ramener. La ligne sert à sélectionner un cours d'eau. Quand vient le temps de le protéger, évidemment, ce qu'on voudrait, c'est protéger l'empreinte spatiale locale, donc partout où le cours d'eau peut aller, incluant la zone inondable et son bassin versant, parce que c'est la zone d'alimentation en eau. Mais là, on est dans les basses terres. On s'entend qu'on ne peut pas protéger avec le terme protection, là, le bassin versant dans son ensemble. C'est à peu près impensable. Ce qu'on veut protéger, donc au niveau du bassin versant, on s'entend, ça ne sera pas de la protection de bassin versant. On ne va pas mettre une petite clôture autour des bassins versants. Par contre, localement, ce qu'on voudrait protéger dans un monde idéal, ce serait tout ce qui englobe espace de liberté, donc qui intègre espace de mobilité, espace d'inondabilité. C'est ce qu'on souhaiterait aller protéger. Ça, il faut le délimiter, cet espace-là, puis le jour où on aura sélectionné certaines unités, on va aller délimiter en 2 dimensions cet espace-là pour pouvoir justement, pour donner un espace 2 dimensions à notre sélection. Et ce que j'ajouterais à ce que Daniel a dit, comme on est dans le vaste thème de la conservation, bien évidemment, en plus de la protection, on voudra idéalement faire de l'utilisation durable dans le restant du bassin versant de cette unité écologique aquatique-là. C'est ce qui est espérable. Deux dernières questions en terminant. Vous l'avez mentionné, mais peut-être juste le préciser pour la personne. Est-ce que la cartographie des styles fluviaux est actuellement disponible pour l'ensemble des basses terres du Saint-Laurent? Vous avez parlé un peu de ce qui se trouve à l'extérieur. Vous avez dit qu'il manquait quelques données LIDAR dans les basses terres, mais est-ce que la cartographie des styles fluviaux est disponible là, pour toutes les basses terres du Saint-Laurent? Elle est réalisée pour toutes les basses terres du Saint-Laurent, là où on dispose de données de données LIDAR. Donc, il y a un trou qui est principalement dans la portion basse terre des Laurentides et de l'Anaudière, malheureusement. Mais lorsqu'on aura l'accessibilité de ces données-là pour LIDAR, on complétera. Mais en ce moment, la cartographie des styles fluviaux à l'échelle des basses terres, elle est faite. Elle pourra être évidemment disponible. Ce qu'on n'a pas mentionné, c'est que en parallèle avec l'outil cadre écologique de référence du Québec que l'on développe au ministère, toute l'information que vous voyez, que vous avez vue aujourd'hui, notre souhait, c'est de l'intégrer dans ce qu'on appelle un cadre de référence hydrologique, qui est le pendant aquatique de notre cadre terrestre, dans le fond. Et cette information-là pourrait être rendue disponible aux utilisateurs. Parfait. Ça répond à la deuxième question aussi au niveau de la disponibilité des autres données. Donc, on vous remercie. Il y a plusieurs messages de félicitations, une présentation qui n'était pas facile, mais qui a été faite avec brio. Donc, les gens vous félicitent pour l'ensemble de votre webinaire. Et on vous remercie. Je vous laisse le dernier mot là, de la conférence. Parfait. Merci beaucoup à tous. Je m'en vais à la fin de la diapositive, à la dernière diapo, pour mentionner rapidement là, la contribution des différents partenaires. Désolée, je n'y suis pas arrivée. Mais la contribution des différents partenaires à ces travaux-là, je pense que c'est important de dire que c'est un travail qui inclut beaucoup d'intervenants. Donc, voilà. Et merci beaucoup aussi pour les questions qui étaient très pertinentes. Et on pourra rendre disponible notre présentation avec les ajouts qui ont été demandés.
Bon dîner. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à tous. Bonjour.